Avant de plonger dans l'univers quantique, efforçons-nous tout d'abord de saisir d'où viennent nos idées de la réalité et où elles nous ont amenés jusqu'à présent. Grâce à René Descartes et à Isaac Newton, durant des siècles, l'étude de l'univers a été divisée en deux catégories qui sont l'esprit et la matière. L'étude de la matière, soit le monde matériel, était considérée comme le domaine réservé de la science, car pour l'essentiel, les lois de l'univers qui gouvernent le monde extérieur pouvaient être calculées et donc être prédites. À l'inverse, le monde intérieur, soit l'esprit, était considéré comme trop imprévisible et compliqué, donc il était exclusivement réservé aux religions. Ainsi, tout ce qui concernait l'étude de la matière, soit les lois de la physique telles que nous les connaissons comme la gravité, l'espace-temps ou la relativité générale, était réservé à la science, puis ceux que l'on considérait comme inexplicables, soit le spirituel, étaient réservés aux religions. Cela a ainsi divisé le monde en deux parties, le monde matériel et le monde spirituel, soit les croyants et les non-croyants. Ensuite, parmi cette division, de nouvelles divisions se sont créées parmi les religions, ainsi que dans les sciences, chacun à la recherche de la vérité. Mais cela n'a pas été toujours le cas durant l'histoire. Durant l'époque de l'Égypte ancienne et de l'ancienne Grèce, les anciennes civilisations étudiaient et enseignaient que l'univers était basé sur le principe d'unité, où le spirituel et le matériel ne faisaient qu'un. Dans les textes hermétiques anciens, une des principales lois universelles qui fut retrouvée est le principe de mentalisme défini par le fait que le tout est esprit, l'univers est mental, soit que l'esprit est ceux qui engendrent la matière, soit plus précisément que l'univers physique tel que nous le percevons est une projection mentale de l'esprit du tout. Ainsi, le monde spirituel, soit l'esprit, et le monde matériel, soit la matière, ne faisaient qu'un. Ce n'étaient pas deux mondes divisés, mais deux mondes complémentaires ne formant qu'un, soit les deux parties opposées de la réalité. Pour en revenir à la physique classique, soit la physique newtonienne, celle-ci est donc essentiellement axée sur l'étude du fonctionnement des objets dans l'espace et le temps, incluant leurs interactions dans le monde physique et matériel. Grâce aux lois de Newton, nous pouvons donc prédire et étudier les mouvements des planètes, la vitesse d'accélération d'une pomme tombant en chute libre, ou encore la durée d'un vol en avion d'un point A à un point B. Mais la physique classique est limitée lorsqu'il s'agit d'étudier l'énergie, c'est-à-dire les actions du monde immatériel au-delà de l'espace et du temps, et le comportement des atomes, qui sont les éléments fondamentaux de tout ce qui existe dans l'univers. Ce domaine d'étude appartient à la physique quantique, soit à l'étude de l'univers quantique. Il s'avère que ce monde subatomique de l'infiniment petit, composé d'électrons et de photons, se comporte très différemment de l'environnement macroscopique, composé de planètes, de pommes et d'avions, auxquels nous sommes habitués au quotidien. Lorsque les physiciens quantiques ont commencé à observer les aspects infiniment petits d'un atome, tels que les éléments composant son noyau, ils se sont rendus compte que plus ils examinaient cet atome, moins celui-ci était clair et distinct, jusqu'à ce qu'il finisse par disparaître complètement. Selon eux, les atomes semblent composés à 99,9% d'espace vide. Mais rapidement, ils se sont rendus compte que cet espace n'est pas vide, mais composé d'énergie. Plus spécifiquement, il est composé d'une vaste gamme de fréquences énergétiques qui forment une sorte de champ d'information invisible et interconnecté. En conséquence, si chaque atome est composé à 99,9% d'énergie, de fréquences et d'informations, cela signifie que notre univers et tout ce qui le compose sont pour l'essentiel composés d'énergie, de fréquences et d'informations, y compris donc notre corps, l'eau, l'air ou encore même une pomme, soit toute la matière. C'est un fait scientifique. Pour que vous ayez une compréhension plus claire de cela, regardons attentivement l'image suivante. Celle-ci nous montre que notre œil n'est capable de percevoir qu'un spectre infime de ce qu'on appelle la réalité, soit uniquement le spectre de la lumière visible, compris entre 380 et 780 nanomètres. Cela signifie donc que toutes les lumières, soit les fréquences énergétiques situées en dessous de 380 nanomètres et au-dessus de 780 nanomètres, sont imperceptibles pour nos yeux. C'est une des raisons pour lesquelles on ne voit donc pas toute la réalité, mais seulement une infime partie de celle-ci. De même,
Il faut savoir que scientifiquement, notre perception de la réalité, telle que nous la percevons au quotidien, est une interprétation de notre cerveau. Il faut savoir que notre corps détient 5 sens, soit le toucher, l'ouïe, l'odorat, la vue et le goût. Nos 5 sens captent des fréquences énergétiques, comme la lumière ou le son, et les transforment en signaux électriques transmis au cerveau. Le cerveau interprète ces signaux en fonction de ses expériences et connaissances, créant ainsi une perception subjective de la réalité. La perception de la réalité est donc une construction du cerveau basée sur des données sensorielles et des modèles internes, ce qui explique pourquoi la réalité peut être subjective et varier d'une personne à l'autre. Revenons-en maintenant aux atomes. Lorsque les physiciens quantiques essaient d'étudier la matière de l'atome, ils découvrent des choses vraiment troublantes. Dans le monde quantique, la matière subatomique ne se comporte absolument pas comme la matière à laquelle nous sommes habitués quotidiennement. C'est-à-dire qu'elle est loin d'adhérer aux lois de la physique newtonienne, car celle-ci semble totalement imprévisible et totalement indifférente aux frontières de l'espace et du temps. En fait, au niveau quantique, la matière est un phénomène momentané, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est là, puis l'instant d'après, elle disparaît. Elle existe à l'état de probabilité plutôt que de certitude. C'est d'ailleurs l'interprétation proposée par les physiciens Niels Bohr et Werner Heisenberg en 1927, nommée l'interprétation de Copenhague, démontrant les relations d'incertitude au niveau quantique. Mais ce ne fut pas la seule découverte étonnante que firent les scientifiques sur l'univers quantique. Ils découvrirent également que, lorsqu'ils observaient des particules de matière subatomique, ils pouvaient affecter ou modifier leur comportement. La raison pour laquelle ces particules sont présentes à un moment donné puis disparaissent est que celles-ci existent simultanément dans un éventail infini de possibilités ou de probabilités à l'intérieur d'un champ quantique d'énergie invisible et infini. C'est seulement lorsqu'un observateur concentre son attention sur un point précis d'un électron que celui-ci lui apparaît en cet endroit spécifique. S'il détourne son attention, la matière subatomique disparaît aussitôt pour se fondre dans le champ énergétique. À l'échelle humaine, lorsque nous consacrons notre attention, soit donc notre énergie en émettant une attention particulière sur une chose que l'on veut trouver dans le monde matériel, eh bien, on force une probabilité à s'engendrer, et c'est ainsi que la matière semble prendre forme. Lavoisier disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». L'énergie qui est notre attention, soit nos pensées et notre regard, semble émettre une fréquence particulière, soit transmettre une information invisible dans le champ quantique, donnant l'information et l'énergie nécessaires pour provoquer ce que les scientifiques appellent un effondrement de la fonction d'onde, forçant ainsi une probabilité à s'engendrer en fonction de notre intention. La phrase « effondrement de la fonction d'onde » signifie donc que l'onde, soit le champ de probabilité infini, ralentit pour devenir matière, soit une seule possibilité. Soit que le champ d'énergie et de possibilités infinies qu'est l'onde s'effondre pour laisser place à une seule probabilité, qu'est la matière. Pour mieux comprendre, regardons attentivement l'image suivante qui illustre bien ce principe. Dans le champ du point zéro, à droite de l'image, soit là où tout commence, la fréquence est extrêmement élevée et la longueur d'onde est très faible. Ensuite, petit à petit, la fréquence ralentit et la longueur d'onde augmente, et c'est ainsi que la matière semble prendre forme. En soi, la matière est donc une forme de fréquence ralentie, nous paraissant donc presque statique à échelle humaine. En fait, notre attention, soit l'énergie que nous émanons en ayant une pensée précise, semble influencer la vibration de ce champ énergétique, le ralentissant, le forçant donc à adopter une seule probabilité, qui correspond à une vibration basse. Ainsi, en raison de cet effet d'observation, la matière physique ne peut exister ou se manifester que si nous l'observons, c'est-à-dire si nous la remarquons et lui prêtons attention. Et lorsque nous ne lui prêtons plus attention, elle disparaît et s'évanouit, retournant à l'état énergétique, soit de possibilités infinies. De la sorte, la matière est en constante transformation. Oscillant entre deux pôles, elle se manifeste à travers la matière puis disparaît sous forme d'énergie, environ 7,8 fois par seconde. Et comme l'esprit humain, en tant qu'observateur, est intimement connecté au comportement et à l'apparence de la matière, nous pourrions avancer que l'influence de l'esprit sur la matière est une réalité quantique.
Une autre manière d'aborder cette problématique est la suivante. Dans le monde quantique de l'infiniment petit, l'esprit subjectif a un impact sur la réalité objective, ce qui signifie que votre esprit peut devenir matière ou exercer une influence sur la matière. Ici, nous en revenons donc au principe de mentalisme, soit que le tout est esprit, l'univers est mental, un principe issu des textes datant d'il y a bien plus de 6000 ans. Cela nous ramène également à une deuxième loi hermétique, qui est le principe de polarité, expliquant que tout est double, que tout a deux pôles, et que tous les opposés peuvent être conciliés. Dans ce cas précis, les opposés de la réalité sont le matériel et le spirituel, qui ne sont donc que les pôles opposés de la réalité, comme le pôle nord et le pôle sud, ou le chaud et le froid, qui sont les pôles opposés de la température. Il y a également une troisième loi hermétique, connue comme le principe de vibration, expliquant que rien ne repose, tout remue, tout vibre. Il semble donc que nous ne redécouvrons juste ceux qui avaient déjà été compris et enseignés il y a bien longtemps. Pour en revenir au monde quantique, comme la matière subatomique compose tout ce que nous pouvons voir, toucher et expérimenter dans notre monde macroscopique, dans une certaine mesure, nous participons, ainsi que tout ce qui constitue notre monde, à ce phénomène permanent de disparition et de réapparition. Par ailleurs, si ces particules subatomiques existent simultanément dans un nombre infini d'endroits possibles, nous sommes également soumis en quelque sorte à cette réalité. Et tout comme ces particules qui évoluent en permanence, c'est-à-dire qui existent précisément en cet instant particulier où l'observateur leur prête attention, nous sommes aussi capables de créer un nombre infini de réalités potentielles dans notre existence physique. En d'autres termes, si vous pouvez imaginer un événement futur particulier que vous voulez expérimenter dans votre vie, cette réalité existe déjà quelque part dans le champ quantique, au-delà de cet espace-temps et de ce temps, en tant que probabilité que vous pourriez observer. Lorsqu'on parle d'observation, on parle de l'observation par l'esprit, soit de l'attention que vous portez à quelque chose. On dit observation, car généralement on porte attention à ce que l'on regarde, mais donc dans ce cas-là, c'est avec l'esprit qu'il faut observer, car c'est lui qui porte l'attention de manière globale. Si votre esprit, soit vos pensées et vos sentiments, peut donc avoir un impact sur le lieu et le moment où un électron surgira du néant, vous pourriez alors exercer, du moins théoriquement, une influence sur l'apparition d'un nombre infini de possibilités que vous pouvez imaginer. Selon une perspective quantique, si vous vous observez dans un nouvel avenir spécifique qui serait différent de votre passé, si vous vous attendez à ce que cette réalité se matérialise et si vous embrassez émotionnellement ce résultat éventuel, vous évoluerez dans cette réalité future durant un certain laps de temps et vous conditionnerez votre corps à croire qu'il évolue dans cette réalité future au moment présent. Ainsi, le modèle quantique, qui explique que toutes les possibilités existent déjà en ce moment présent, nous autorise à choisir un nouvel avenir et à l'observer consciemment, jusqu'à ce qu'il devienne réalité. Sachant que l'univers tout entier est composé d'atomes, et que plus de 99,9% d'un atome est composé d'énergie et de potentialité, cela signifie que dans le monde extérieur, une multitude de possibilités existent qui pourraient nous échapper. Cependant, cela signifie également que vous pouvez aussi créer par défaut. En effet, si vous, en tant qu'observateur quantique, considérez en permanence votre vie à partir du même niveau mental, selon le modèle quantique de réalité, vous reproduisez jour après jour la même réalité, car vous réactivez sans cesse les mêmes schémas neuronaux chaque jour, reproduisant ainsi la même énergie mentale, engendrant donc la même réalité, encore et encore. C'est pour cela que dans les anciens textes hermétiques, il y est inscrit que, je cite, « La vraie transmutation hermétique est un art mental ». Dans cet axiome, les hermétistes enseignent que le grand travail d'influencer positivement son entourage est accompli à l'aide du pouvoir mental. Puisque l'univers est complètement mental, il en résulte qu'il ne peut être conduit que par la mentalité. Ce que l'on appelle notre vie ne change donc jamais si l'on ne cesse de réactiver les mêmes circuits neuronaux, soit le fait de réaffirmer quotidiennement les mêmes pensées et sentiments. Ainsi, la répétition mentale est un principe clé pour réaffirmer une nouvelle identité, soit provoquer un changement d'état de conscience, ou ce que les hermétiques appellent une transmutation mentale. Certains textes hermétiques de l'ancienne Égypte
ont pu être traduits et transcrits à travers plusieurs ouvrages, notamment le Kybalion. Et voici l'un des paragraphes clés pour parvenir à effectuer une transmutation mentale. Je cite, « Pour changer votre état d'esprit ou vos états mentaux, modifiez votre vibration. Tout individu peut changer ses vibrations mentales par un effort de volonté, en fixant son attention sur l'état désirable. La volonté dirige l'attention, et l'attention modifie la vibration. Cultivez l'art de l'attention à l'aide de la volonté, et vous avez trouvé le secret de la maîtrise des sentiments et des états mentaux. » Fin de citation. L'art de se réaffirmer quotidiennement une nouvelle personnalité, un nouveau soi, une nouvelle vie, grâce à un effort de volonté, est donc la clé par laquelle vous allez pouvoir ouvrir intentionnellement la porte de votre nouvelle réalité désirée, qui peut inclure tout ce dont vous rêvez, puisque toutes les possibilités existent déjà sous forme de probabilité et n'attendent que votre attention pour se manifester. En vous concentrant davantage sur ce que vous voulez et moins sur ce que vous ne voulez pas, vous pourrez appeler dans l'existence tout ce que vous désirez et éliminer simultanément tout ce que vous ne voulez pas, en ne lui prêtant plus votre attention. Là où vous portez votre attention est là où vous investissez votre énergie. Une fois que vous concentrez votre attention, votre conscience ou votre esprit sur une possibilité quelconque, vous y investissez aussi votre énergie. En conséquence, vous aurez un impact sur la matière par votre attention ou votre observation. N'oublions donc pas que notre énergie va là où va notre attention et que nos pensées ont des conséquences telles qu'elles créent notre réalité.